Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oui, et aujourd'hui sur Sud Radio, la culture dans tous ses états est donc en direct de Lyon à l'occasion, André, des 25 ans de la Fête des Lumières. Et ça tend d'autant mieux, ça dépend évidemment des opinions, mais moi je suis assez content, ce n'est pas tous les jours qu'un gouvernement s'éteint et qu'une ville entière s'allume ou se rallume. Parce que la Fête des Lumières, c'est culte, vous l'avez dit depuis 25 ans. La Fête des Lumières, s'il n'y avait pas les lumières, c'est la Tour Eiffel pour Paris, et encore mieux. On va en parler, qui remonte, je rappelle, à 1852, date à laquelle les premiers luminions furent allumés et déposés sur les fenêtres par les habitants pour célébrer la Vierge Marie, dont n'oublions pas, c'est le Fils qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc ce n'est pas par hasard que tout ça se passe. Et puis Lyon quand même, la ville riche de 2000 ans d'histoire. Et moi je vais vous dire, la plus belle chose, la première fois que je suis venu à Lyon, ça date, ça fait quelques décennies. Je me rappelle que dans une rue, je rentre et je vois restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. Je me dis, une ville qui est capable d'avoir ces dominations-là est une ville, en tout cas, passionnante. Et oui, Lyon, effectivement, ville lumière, capitale mondiale de la gastronomie. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour célébrer donc cette très grande ville. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Rue du Pin, les soirs de liesse, je venais souvent vous voir. Vous me donniez vos caresses, je vous chantais mon désespoir. Lyon-sur-Saône, la secrète. Bernard Lavilliers sur Sud Radio qui rend hommage à la ville de Lyon. Nous sommes actuellement avec André Berkoff en direct sur Sud Radio, donc à l'occasion des 25 ans de la Fête des Lumières. Et pour parler bien de cette manifestation qui est, faut le signaler André, le 4e événement mondial en termes de fréquentation, eh bien nous avons le plaisir de recevoir l'historien Bruno Benoît et Julien Pavillard. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Julien Pavillard, vous êtes directeur des événements de la ville de Lyon et directeur artistique donc de la Fête des Lumières depuis 5 ans. Cette année, quelles œuvres seront présentées donc au public, et ce à partir de ce soir? Oui, on commence vraiment ce soir. On a même commencé les répétitions depuis quelques temps et les Lyonnais d'ailleurs sont habitués à venir en fait nous voir en répétition. Donc on a déjà beaucoup de monde dans les rues et on a en fait cette année 32 œuvres de la Fête des Lumières, ce qui est un chiffre assez courant parce qu'on est un peu sur cette dimension-là. Mais la spécificité, c'est que cette année, pour les 25 ans de la Fête des Lumières, on a aussi 6 œuvres anniversaires, 6 œuvres qui ont ponctué l'histoire du Festival des Lumières depuis 1999. Et oui, alors justement, ces œuvres anniversaires sont situées dans des lieux emblématiques de Lyon. Quels sont-ils? Racontez-nous. Ah bah attention, à Lyon, on a la chance d'avoir un patrimoine architectural en centre-ville qui est exceptionnel. Étonnant. Donc c'est vrai qu'on a le choix pour pouvoir trouver des lieux, des places, des bâtiments qui sont magnifiques. Et puis on a aussi d'ailleurs un patrimoine naturel avec le parc de la Tête d'Or qui est l'emblème aussi lyonnais parce que c'est un parc qui est magnifique. Et pour le coup, on utilise un peu ces deux sites pour travailler. Et après, on est sur des sites qui sont vraiment importants, la place Bellecour, la grande place lyonnaise. C'est là où il y aura le globe de Louis XIV. Exactement, ça. Une boule à neige. On fait une boule à neige en fait et on a remis Louis XIV dont la statue vient d'être refaite il y a très peu de temps. Et donc pour le coup on la met là pas sous cloche mais sous une boule à neige un peu kitsch mais pour le coup très jolie avec marqué I love Lyon dessous. Donc vraiment on est I love you Lou. I love you nous. Et c'est vrai que ça c'est un élément important. Place des Terreaux, c'est aussi une des grandes places de Lyon. Alors pas aussi grande que Bellecour mais par contre très connue, puis surtout pour la Fête des Lumières, c'est une place emblématique, donc ça fait partie des sites effectivement dans lesquels on travaille. Après on a la place des Jacobins, de nouveau une vraie place où tous les touristes vont pour voir. On est sur le parc de la Tête d'Or. Enfin, on a vraiment différents lieux qu'on a investis, la rue de la République. Enfin, on est en plein centre-ville, vraiment dans les plus beaux endroits de la ville de Lyon. Et oui. Et que racontent ces œuvres en particulier? Quel message au travers de toutes ces œuvres? Il faut le dire que ce sont des artistes autant étrangers que français. Il y a un panel intéressant. Racontez-nous comment vous les avez sélectionnés. Oui, tout à fait. La lumière, c'est vraiment culturel. Donc, on a les artistes lyonnais, français
étrangers qui viennent, des jeunes artistes qui débutent et puis des artistes qui sont confirmés. Et en fait, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir montrer en fait un peu l'état de l'art en termes de lumière qui existe dans le monde. C'est-à-dire de dire à la fois, voilà aujourd'hui où on en est pour les projections vidéo, qu'on appelle aussi des mappings quand on est sur les détails architecturaux. Voilà où on en est dans les projections lumière ou des objets lumière. Et puis également, avec ces œuvres anniversaires, l'idée, c'était aussi de se dire, vous avez vu par exemple Place des Jacobins, un artiste qui s'appelle Patrice Warner, qui avait travaillé en l'an 2000. Et ben peut-être vous avez vu quand vous étiez enfant, peut-être que vous étiez venu avec vos enfants à l'époque, qui sont aujourd'hui 25 ans plus âgés, hein, donc qui sont des adultes. Et pour le coup, ou alors comme nous on est déjà adultes, on a pris un peu plus d'âge. Mais en même temps, ça permet de se dire, on confronte là une histoire qui est une histoire collective, parce que la Fête des Lumières, c'est une histoire qui appartient aux Lyonnais, qui fait vraiment partie. C'est le peuple et les touristes qui s'en sont emparés de cette fête. Oui, tout à fait, c'est ça. Avant tout, les Lyonnais, les peuples lyonnais qui ont mis leur lumignon aux fenêtres, et puis effectivement, les touristes sont venus, et puis de voir un peu comment on peut arriver à mêler cette histoire collective avec des histoires individuelles. Parce que finalement, peut-être qu'on se souvient, étant petit, avoir été dans une époque qui était un peu différente en termes de lumière, mais voir par exemple la Place des Jacobins, si ça se trouve, ça vous a marqué. Un détail, tout d'un coup, vous s'est dit, waouh, c'est incroyable ce qui a été fait. Et le revoir 25 ans plus tard, peut-être avec ses propres enfants, c'est aussi quelque chose qui peut être assez sympa parce que ça nous remémore des souvenirs et en même temps, ça permet d'en créer des nouveaux avec sa famille, ses amis. Et puis, bienvenue, si c'est la première fois que vous venez à Lyon et à la Fête des Lumières, ce qui arrive quand même chaque année. Bienvenue à vous parce que vous allez aussi pouvoir avoir les mêmes émotions ou des émotions différentes, en tout cas par rapport à des objets. Est-ce que la musique joue un rôle aussi? Oui, souvent. Ouais. La musique, en fait, elle accompagne vraiment la lumière. C'est très important, ça donne un rythme. Donc pour nous, c'est aussi important, pas que tout soit sonorisé, parce que c'est bien aussi des fois d'avoir des œuvres où on est dans le calme, voilà, on est dans le silence, mais en même temps, la musique, elle accompagne vraiment les œuvres lumière. Eh oui. Un mot sur les techniques qui sont utilisées justement pour la réalisation de ces œuvres, qui sont pour la majorité vraiment spectaculaires. Quelle est-elle cette technique? Alors effectivement, on a une grosse évolution des techniques. On utilise à la fois des matériels lumière, on utilise des matériels qui font la projection vidéo, donc des vidéoprojecteurs, et puis des projecteurs laser. Et en fait, en 25 ans et même sans remonter aussi loin, en fait, les techniques ont énormément évolué. À l'époque, on utilisait des lampes à décharge, on avait d'autres types de matériels qui étaient beaucoup plus compliqués. Les lasers, il fallait avoir à la fois une grosse arrivée d'eau, une grosse arrivée électrique pour que ça puisse fonctionner. Aujourd'hui, c'est à peine plus gros qu'un ordinateur. Vous le mettez sur un endroit, ça fonctionne avec une LED, ça consomme plus rien et ça marche au moins aussi bien qu'avant. Donc oui, les techniques ont bien évolué, mais après, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est l'évolution artistique, c'est de voir comment les artistes, finalement, s'emparent d'un sujet, et puis s'emparent de la lumière, et puis ils travaillent avec. Oui. Bruno Benoît, donc je l'ai dit, vous êtes historien, et vous êtes notamment un grand spécialiste de l'histoire de la ville de Lyon. Quelle est l'histoire de cette fête des Lumières ? Alors la fête des Lumières, comme on rappelait, 1852, mais avant il faut remettre dans une perspective des liens entre Lyon et la Vierge Marie. C'est-à-dire depuis le vœu des Échevins, en 1643, la peste rôdait dans le royaume de France. Et les Échevins, c'est-à-dire le conseil municipal de l'époque, prend acte que le roi Louis XIII vient de dédier le royaume de France à la Vierge Marie pour que Lyon, qui n'est pas très bien vu du royaume de France, fasse la même chose. Donc on dédie la ville de Lyon à la Vierge Marie. Et depuis, la Vierge Marie semblerait qu'elle se soit penchée sur cette ville. Par exemple, durant la guerre de 70, il n'y a pas eu de drame à Lyon lié à la guerre de 70, même si le front était plus éloigné, il y aurait pu y avoir des Prussiens qui viennent bombarder la ville. Et elle a aussi échappé au choléra violent dans les années 1834. Il y avait un choléra méchant en France. La Vierge Marie protège Lyon. La Vierge Marie protège Lyon. Et c'est pour cette raison que depuis assez longtemps, sur la colline de Fourvière, l'ancien fort romain, il y avait une petite église qui était dédiée à la Vierge et où les pèlerins venaient du royaume de France, venaient en pèlerinage rendre hommage à la Vierge. Et c'est cette idée de transformer cette église et pas de la transformer parce que la basilique va être plus tardive, mais de mettre sur le haut de cette église une statue de la Vierge dorée, en bronze doré, de Fabiche, qui a été décidée le 8 décembre, qui est le jour de la nativité de la Vierge. Eh oui.
La Vierge est née un 8 décembre. 8 décembre, ah oui, c'est bon. Et donc, à partir de ce moment-là, les Lyonnais, qui sont un peuple empreint de religion, d'abord, on est quand même primatie des Gaules, et on a eu l'idée, c'était ce 8 décembre 52, un seul jour. Il pleuvassait, il y avait... Et la Vierge, encore une fois, de mettre sa main, la pluie s'est arrêtée, les lumignons ont pu être allumés, et il y a eu cette fête des Lumières. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la littérature française, Pagnol, avec Monsieur Brun, quand il vient à Lyon, il se heurte au mur tellement il y a du brouillard. C'est une ville qui est connue pour son brouillard, une ville moche, noire. Et je crois la fameuse mutation de la lumière le 8 décembre fait de cette ville, comme j'aime à le dire, le 14 juillet lyonnais. C'est le 14 juillet lyonnais. Et donc ça c'est quelque chose d'important. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que dans l'histoire, cette fête, il y a eu des moments forts où elle a été contestée par certains, remise en cause? Mais depuis 1852, ça ne s'est pas passé très bien. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs fois, par exemple, je ne parle pas des guerres. Pendant les guerres, on a arrêté pour éviter les bombardements. Ou durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des restrictions à plusieurs points de vue. Mais il y a eu... dans les années 1880, au moment où il y avait les républicains qui se battaient pour la laïcité, il y a eu bien évidemment des défenseurs du catholicisme lyonnais qui sont montés au créneau. Il y a eu des bandes qui se sont heurtées. Le Progrès, qui est un journal radical et plutôt républicain, défendait en effet la laïcité par rapport à tous les cathos qui voulaient valoriser... Les ratsocs. Oui. Et il y a eu en 1960, le dernier moment, on peut dire dramatique de la fête des Lumières, des bandes de jeunes qui, dans le Vieux-Lyon, ont tué un jeune. Quand ça ? En 1960. Ah oui, il n'y a pas... donc c'est la dernière date tragique, on peut dire, associée au 8 décembre. Donc allez-y, André. Julien Pavillard, aujourd'hui, ça fait 5 ans que vous en occupez, et vous êtes là depuis beaucoup plus longtemps, bien sûr. Est-ce que ça reste quelque chose de totalement festif? Je veux dire, quand je vous ai demandé, est-ce que vraiment les Lyonnais et puis ceux qui viennent se sont emparés de cette fête, c'est-à-dire ils ne pourraient pas concevoir que cette fête n'ait pas lieu? Ah non, c'est inconcevable à Lyon. En fait, ce qui est inconcevable, c'est la fête du 8 décembre. Parce que la fête du 8 décembre, c'est la fête vraiment, c'est le jour des Lyonnais, c'est le jour où on met les lumignons à nos fenêtres, donc depuis plus de 170 ans. Et tout le monde met les lumignons à ses fenêtres. Alors pas tout le monde, en tout cas. Sauf la sécurité, j'ai bien compris. Non, mais même. Après, je pense que des gens soient catholiques ou pas, qu'ils soient nouveaux arrivants ou lyonnais de souche, je pense que beaucoup de gens le font. Alors on voit quand même beaucoup moins de lumignons en centre-ville qu'avant, mais aussi parce que la sociologie de la ville a changé. On est, comme toutes les villes, dans le centre-ville, on n'a plus les mêmes. On a aussi des bureaux, enfin, c'est plus les mêmes façons d'être. Mais même dans les quartiers un peu plus lointains, donc moins visibles par les touristes, on voit qu'il y a des lumignons qui sont posés aux fenêtres. Et justement, cette tradition des lumignons reste importante quand même pour beaucoup de monde, y compris pour moi d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est à la fois, même si on a un côté laïque, c'est quand même faire partie de l'histoire de Lyon que de mettre ces lumignons aux fenêtres le 8 décembre. Les enfants le font, vous savez, les enfants, on leur demande d'acheter des petits pots, des yaourts avec des pots en verre, ils les peignent à l'école. Enfin, il y a vraiment cette habitude de pouvoir poser des lumignons le 8 décembre, et c'est ça qui est important. Le Festival des Lumières, il est aussi important pour moi particulièrement, mais je veux dire, le Festival des Lumières fait partie maintenant du paysage lyonnais, des événements, et les gens l'attendent. 70% des gens qui viennent à la Fête des Lumières sont lyonnais ou grands lyonnais. Ah oui. Donc c'est quand même important pour les gens. Ça reste une fête locale au bon sens du terme. C'est la grande fête. Honnêtement, c'est la grande fête de l'année. Dans les guides d'agences de voyage, il y a bien marqué une visite Lyon le 8 décembre. Ça veut dire qu'on peut, si on est Rouennais, Strasbourgeois ou pas, prendre des cars et qui vous amènent à Lyon pour le 8 décembre. Soyez à Lyon le 8 décembre. Oui, c'est on le dit aux auditeurs sur radio. C'est le jour à ne pas manquer à Lyon. C'est le jour à ne pas manquer. Mais Bruno Benoît, à quel moment précisément on est passé d'une fête populaire à une fête de revalorisation de la ville? Bien, moi quand j'étais enfant, on se promenait avec mes parents, on regardait les vitrines des commerçants.
qui était mise en valeur. Ça, le sceau d'une fête locale, religieuse, même comme vous venez de le dire, même si on n'est pas pratiquant, on le fait par adhésion à cette sorte de communauté lyonnaise. C'est passé avec Gérard Collomb. Gérard Collomb a fait, si vous voulez, le saut, disons, vers une manifestation internationale pour valoriser cette ville. On est passé d'une fête qui avait un côté sympathique, local, à une fête nationale, voire internationale. D'où ce que vous venez d'évoquer, tous ces spectacles qu'il faut mettre en plus pour justifier qu'il faut venir à Lyon. Parce que s'il y avait juste les Lumignons, ça vaudrait peut-être pas le coup de venir à Lyon. Voilà. Et oui. Et Lyon, parlons de ce plan lumière, parce que à l'année, il y a des mises en lumière pérennes, c'est ça. Ce plan lumière, quel est-il, a été mis en place par la ville en 89, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était sous Michel Noir à l'époque. Et effectivement, il y avait d'abord eu ça je pense que Bruno peut en parler, mais il y avait d'abord eu un plan couleur en fait qui a été fait sur la ville, parce que à l'époque, alors moi je suis pas lyonnais, j'étais pas là à l'époque, mais je sais que comme dans beaucoup de villes, de toute façon la ville était assez sombre, était assez noire, et pour le coup ils avaient été décidés de bien nettoyer la ville, de pouvoir recolorer les façades, notamment au bord de Saône, parce qu'il y a toute une filiation entre les immeubles bord de Saône et puis l'Italie, Florence, l'Italie en général on va dire, et puis suite à ça, pour de nouveau essayer de valoriser Lyon et pouvoir montrer que Lyon est une ville qui est accueillante et qui a envie de pouvoir se montrer belle à tout le monde, il y a eu un plan lumière qui a été lancé. Et ce plan lumière, en fait, c'est une réflexion sur l'année, sur effectivement comment on éclaire nos rues, nos chaussées, et puis des bâtiments remarquables pour pouvoir aussi en faire des signaux dans la ville et puis rendre la ville aussi plus agréable la nuit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas très longtemps encore, et il n'y a pas qu'à Lyon, mais la nuit était encore un territoire à découvrir. En fait, on partait plus facilement voir, j'en sais rien moi, Venise, Lisbonne, ou partir beaucoup plus loin que de se dire, la nuit on va se promener. On allait comme tout le monde, et selon nos âges, au restaurant, en boîte de nuit, au théâtre ou je sais pas quoi, mais on ne sortait pas la nuit. Et en fait, ce côté ludique, ça a aussi permis aussi de pouvoir se dire, on sort, on profite de la ville et on a un aspect très joyeux. Et rappelons le titre merveilleux de Richard Bohringer, C'est beau une ville la nuit, et Lyon particulièrement, faut le dire, à ce moment-là. Julien Pavillard, merci d'être venu sur Sud Radio. Vous donnez rendez-vous aux auditeurs, à tous ceux qui sont ici ce soir. À partir de quelle heure? 18h, c'est ça l'ouverture? 18h45 ce soir, 19h, 18h45, 19h. Aujourd'hui jusqu'à samedi et dimanche. Pour les familles, on commence plus tôt, 1 heure plus tôt à 18h. Et on finit à 22h, donc bienvenue à tout le monde. On a 32 sites, ça va être très beau, vous allez voir. Moi j'ai passé 2 nuits à regarder, enfin plus que 2 nuits, mais en tout cas 2 dernières nuits en tout cas à regarder, à contrôler, à vérifier pour que tout soit parfait. Et on espère que ça vous plaira à tous. Et que la lumière soit en vous aussi. Lyon, une ville riche de plus de 2000 ans d'histoire. On continue, André Berkoff, d'en parler dans un instant sur Sud Radio avec Bruno Benoît. Et on va recevoir aussi le célèbre chef lyonnais Christophe Marguin. On va parler gastronomie, mais aussi, André, on va parler politique. Il était temps. Politique aussi. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grand de l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. Le chant des Canutes, interprété par Yves Montand sur Sud Radio. Ce chant a été écrit en 1894 par Aristide Bruand, André Berkoff, et ce en hommage aux travailleurs de la soie de Lyon qui sont à l'origine de plusieurs révoltes au 19e siècle. Quelle histoire cette ville. Christophe Marguin, bonjour à vous et merci de nous avoir sur Sud Radio. On va parler dans un instant, effectivement, gastronomie avec vous. Mais avant, j'aimerais donner la parole à Bruno. Juste avant, Christophe Marguin a un restaurant qui s'appelle Le Président. En ce moment, c'est plus que jamais d'actualité. Et c'est pour ça qu'on l'interroge comme on interroge la pitié, pour savoir qui va sortir de la boîte. Parlons à présent des Canutes, Bruno Benoît. C'est l'un des grands symboles de la société lyonnaise. Il est évident, quand on sort de Lyon et qu'on voyage au niveau international, la première remarque que vous font
quand vous avez affaire à des gens cultivés, ils vous disent Lyon, la ville des canuts. Voilà. La ville des canuts, ils ne parlent pas de la fête des Lumières, ils parlent de la ville des canuts. C'est vrai que tout le monde connaît. Enfin, les canuts. Alors, il est vrai que le 19e, la grande révolte des canuts, c'est celle de 1831, novembre 1831. Ça se passe peu de temps après la révolution de juillet, quand on voit la monarchie de juillet arriver. Et les canuts, qu'est-ce que c'est que les canuts? Les canuts, c'est les travailleurs de la soie qui comprennent ce qu'on appelle les marchands fabricants, qui sont des gens qui ne possèdent pas de métier, mais qui possèdent la soie, les commandes et les clients. Vous avez les chefs d'atelier qui possèdent les métiers, et vous avez, chez les chefs d'atelier, vous avez en effet les compagnons qui logent chez le maître. C'est-à-dire chez le maître, c'est-à-dire chez le chef d'atelier. Et puis vous avez les femmes et les enfants qui travaillent aussi dans les ateliers. Cette ville, à peu près au 19e, dans une ville qui fait à peu près 150 000 habitants, il y a à peu près 50 000 personnes qui travaillent de la soie. Ah oui, le tiers. 50 000. Sans compter les familles? Non, les familles compris, 50 000. C'est-à-dire c'est la plus grosse concentration ouvrière en Europe. C'est la plus grosse concentration ouvrière en Europe, avec une hiérarchie, bien entendu, marchands-fabricants, c'est-à-dire les bourgeois, les chefs d'atelier, les compagnons, et puis en dessous, les femmes et les enfants des chefs d'atelier. Et il y a une question essentielle, c'est la question du tarif. À quel prix les marchands-fabricants payent les tissus tissés par les chefs d'atelier et leurs compagnons quand ils passent une commande. Et c'est sur cette question des tarifs que va éclater la fameuse révolte des canuts de 1831 avec le fameux slogan « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». Ça a été créé ça, oui. Sur un drapeau noir, le drapeau du deuil. Pas le drapeau de l'anarchie, c'est le drapeau du deuil. Et ces canuts descendent des pentes de la Croix-Rousse. Il y en a à peu près partout, il y en a aussi dans la presqu'île, mais l'essentiel est quand même dans ces grands immeubles où il y a beaucoup de fenêtres, parce qu'il faut beaucoup de lumière pour travailler. Ils descendent des pentes de la Croix-Rousse sur les terreaux, c'est-à-dire sur les terreaux, sur la municipalité. Et il est évident que la municipalité et la bourgeoisie, comme d'habitude, a foutu le camp. Elle a foutu le camp face au peuple en colère. Elle a disparu. Et on appelle, disons, l'armée qui arrive avec le maréchal Soult, qui arrive et qui arrête en 1931. Et il va y avoir des arrestations. Il y a eu des morts lors des affrontements, parce que la ville de Lyon avait quand même quelques gendarmes pour arrêter, mais ça s'est mal terminé. Mais jamais les canuts n'ont cherché à faire une révolution politique. Ils n'ont jamais cherché le pouvoir. C'est simplement pour obtenir satisfaction au niveau, disons, des salaires et vivre décemment. Vivre décemment de son travail. C'est quelque chose tout à fait normal, vivre décemment de son travail. Cette révolte des canuts qui va se terminer par bien sûr des condamnations, des exécutions. Il y en aura une en 1834, 3 ans après, mais ça sera une révolte politique. Là, ça sera une révolte politique avec des agitateurs républicains. Et qui n'aboutira pas non plus, mais qui fait passer Lyon pour une ville rebelle, une ville dangereuse au niveau du pouvoir parisien. Et c'est ça qui est intéressant. Et quel a été le moment vraiment fondateur politique de cette ville de Lyon? Ça remonte à quand alors exactement? Le moment fondateur de la ville de Lyon, c'est la Révolution française, la fameuse insurrection lyonnaise en 1793, qui s'est terminée par la prise de Lyon par l'armée de la République, par l'installation de la guillotine place des terreaux, et par l'exécution de 1500 Lyonnais. 1500 Lyonnais, c'est-à-dire avec la Vendée, Lyon est la ville qui a le plus souffert de la Révolution. Et vous savez qu'à Lyon, rue Louis Blanc, dans une église qui n'est pas une église du culte, mais une église qui a été construite dans les années 1840, dans la crypte, vous avez un autel à UTEL fait avec les crânes et les tibias des fusillés lyonnais. De ceux qui ont été guillotinés et fusillés à Lyon. Histoire politique très forte de Lyon, c'est vrai, il faut le rappeler, rebelle. Je voudrais que Christophe Marguin nous parle de l'histoire gastronomique de Lyon. Moi, ça m'a toujours fasciné, parce que j'étais même pas encore, je me rappelle, en France, quand on parlait de Lyon, je vais vous dire, j'étais au Liban, parce que j'ai passé ma jeunesse au Liban, peu importe, mais on parlait de Lyon et pas de Paris.
comme la capitale de la gastronomie. Et oui, Au Proche-Orient. alors justement, la ville de Lyon a été surnommée capitale mondiale de la gastronomie, Christophe Marguin, et ce en 1936. Expliquez-nous qui est à l'origine de cela et pour quelles raisons à l'époque on l'a surnommée ainsi. Bonjour à tous, c'est Kurnonski qui était un critique gastronomique et qui allait très souvent manger chez le Marius Vétard qui a été le fondateur des Toques Blanches lyonnaises, et c'est lui qui un jour lors d'un repas a décidé et a dit Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie, parce que c'est quelqu'un qui voyageait, qui adorait manger, qui a écrit beaucoup de livres sur la gastronomie. Eh oui. Et ce qui est remarquable dans l'histoire de cette gastronomie lyonnaise, c'est à quel point les femmes ont joué un rôle très important. Pour moi, c'est vraiment le début de l'histoire de la cuisine lyonnaise, hein. C'est les mères lyonnaises, mais surtout elles venaient, c'était les employés des canuts, justement, des patrons. Ouais. Et lorsqu'il y a eu la guerre, elles ont perdu leurs emplois, puisqu'ils ne pouvaient plus les nourrir. Donc elles ont ouvert des petits restaurants. La première qui a été la plus connue pour nous, c'est la Mère Fillou, qui était rue du Ken. Et la Mère Fillou, quelle époque, ça, à peu près début des années 20. D'accord. Et la Mère Fillou, quand elle s'est installée, elle a formé la Mère Brasier. Ah oui, la fameuse Eugénie. Exactement, et c'est elle ensuite qui a ouvert ces deux restaurants, rue Royale et au col de la Luère, et qui a formé ensuite Paul Bocuse et de nombreux autres grands chefs qui sont passés. Donc ça a commencé par les femmes, on peut le dire. C'est notre histoire, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On regrette aujourd'hui qu'on ait beaucoup moins de femmes chefs à Lyon, et même en France, malheureusement, on aimerait beaucoup qu'il y en ait plus. Elle s'occupe de politique maintenant. Oui. Mais rue du Ken, pour voir, si on veut voir où était la Mère Fillou, maintenant c'est le consulat de Chine. Et on a mis un petit pas. C'est le consulat de Chine. Si vous allez rue du Ken, vous voyez un énorme bâtiment rouge. C'est le consulat de Chine. C'était là qu'il y avait le restaurant de la Mère Fillou. Ça ne m'étonne pas. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui ? Dieu créa le monde. Aujourd'hui, il reste les Chinois. Christophe Marguin, parlons à présent du 15e championnat du monde du pâté de croûte qui a eu lieu donc lundi dernier à Lyon. Vous êtes l'un des créateurs. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cet événement ? En 2009, on était 4 copains à se voir régulièrement. J'étais le seul cuisinier de la bande, et on était quelques-uns à faire des pâtés croûtes dans nos restaurants. Et puis en discutant entre nous, tout le monde disait qu'il faisait le meilleur. Et il y a un copain, Gilles, qui dit on n'a qu'à faire un concours entre nous et voir qui sera le meilleur. Et de là est parti, on a dit on va pas partir petit, on va faire le championnat du monde de pâtés croûtes. Et lorsqu'on part, on dirait qu'on était local. Il y a quelques pains chefs qui sont venus de la France également, mais on ne pensait pas que 15 ans après, aujourd'hui, on fait des sélections au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Danemark, en Suède, en Angleterre, à Monaco, à la demande du prince. Et le Japonais qui a gagné. C'est pas la première fois, mais c'est pas la première fois. Ils ont la culture, ils viennent observer en France, ils respectent les traditions, ils sont très forts, et ils ont le goût, et ils ont une discipline, surtout une rigueur qui se ressent aussi dans la cuisine. Est-ce que c'est un plat difficile à créer, ce fameux pâté en croûte ? C'est un des plats les plus techniques, c'est pour ça lorsqu'on lance ce concours, pourquoi aussi également, parce qu'on s'était rendu compte que 95% de la production était industrielle. Donc on trouvait dommage que plus personne on n'était pas beaucoup à en faire à l'époque dans nos restaurants, et même les charcutiers l'achetaient plutôt que le faisaient. Et techniquement, il y a plusieurs difficultés. Les montages, c'est jamais facile, mais surtout, il faut qu'il y ait une gelée. Et une gelée, c'est très important. C'est un consommé qu'on a clarifié. Donc, c'est des techniques de cuisine que beaucoup ne connaissent pas. Et puis, il y a la cuisson. Ça peut être bête, mais quand vous avez une masse de 5 kilos, il y a la viande qui rend de l'humidité. Et il faut que cette pâte à l'intérieur, elle soit aussi bien cuite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de techniques. Et parlez-nous des toques blanches. Christophe Marguin. Les Toques Blanches, c'est une aventure extraordinaire. C'est donc, je vous le disais tout à l'heure, Marius Vétard qui a créé cette association. Au début, c'était vraiment une amicale de chefs. À l'époque, comme je dis toujours, pour la jeune génération, ils oublient que nous, on a connu, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas grand-chose. Et eux, c'était encore pire, parce qu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait rien du tout. Donc, ils se retrouvaient régulièrement pour jouer aux boules, notamment sur la place Bellecour, à la Lyonnaise, avec les grosses boules. Ils jouaient à la longue. Et une fois par mois, il y avait concours de boules et casse-croûte. Donc ça, on va dire, ça a duré jusqu'à fin des années 70, et après ça a commencé à se structurer. Mais il y avait déjà les grands chefs lyonnais. Tous en faisaient partie. Paul Bocuse est rentré dans l'association, tout ça. Et le premier président qui a structuré, c'est Pierre Orsi, qui a structuré cette association. Et moi, j'ai pris la présidence il y a 18 ans maintenant. Et aujourd'hui, on est une des plus belles associations de chefs en France,
où on défend notre patrimoine lyonnais et les produits qui sont autour de Lyon, et également ceux de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Eh oui, mais qu'est-ce que ça représente pour un chef de rentrer dans cette association aujourd'hui ? Je pense que notre force, c'est de fédérer du petit restaurant, du bouchon lyonnais au chef 3 étoiles. Donc c'est vraiment de chercher... Ah oui, tout le monde est là, il n'y a pas de... Ouais. Souvent, les associations de chefs, on cherche l'élite. Nous, c'est pas parce que vous avez une petite maison que vous faites pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens mangent, aient envie d'aller au restaurant et qu'ils mangent bon. Et c'est une culture à Lyon de sortir et d'aller au restaurant. Donc, on fédère tout ça. Et je pense que le fait de rentrer dans cette association aujourd'hui, c'est presque devenu un label. Et c'est une reconnaissance pour les clients qui se promènent dans la rue. S'ils voient un logo toque blanche, ils sont... Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est 152. Il y a beaucoup de jeunes parmi vous ? Et c'est une chose qui me tient également à cœur depuis de nombreuses années, c'est-à-dire que je poussais les jeunes de nous rejoindre. Et la jeune génération, en général, elle n'est pas du tout associative. Et à force de les pousser, ils nous ont rejoints. Et j'ai nommé cette année un jeune chef qui s'appelle Jeff Tête-Doigt, un de mes 2 vice-présidents en charge de la jeunesse pour recruter des jeunes et pour commencer à faire cette passation de génération. Et mon rêve, moi, c'est de dire dans quelques années, quand on arrêtera, qu'on soit fiers des jeunes qui arrivent derrière et dire ils ont été meilleurs que nous et on en est fiers. Oui. Et est-ce que vous pensez que la gastronomie va vraiment continuer à faire rayonner la ville de Lyon ? Je pense, parce que le monde politique aujourd'hui qui est en place s'y intéresse pas trop, voire pas du tout. Et nous, on est l'histoire, comme les canuts, comme la santé, comme le cinéma. Je pense que c'est les 4 fleurons de l'histoire qui sont vraiment ancrés. Et c'est important de continuer à défendre ce patrimoine. Et grâce à cette jeune génération, je pense que ça va continuer. Et puis on a une école qui est fameuse à Lyon, qui est l'ancien Institut Bocuse, qui s'appelle l'Institut Life, qui forme de nombreux chefs qui arrivent du monde entier. Aujourd'hui, il y a plus de 50 nationalités. Et beaucoup restent à Lyon parce qu'ils tombent amoureux de la ville. Donc eux nous apportent aussi des goûts différents, des techniques différentes. Et ça fait évoluer tout le monde. International et multi. Mais alors justement, je me suis laissé dire, Christophe Marguin, et après je demanderai à l'historien ce qu'il en pense, vous avez dit la politique s'intéresse de moins en moins, mais je me suis laissé dire que vous vous intéressez à la politique. Oui, je m'investis beaucoup parce que j'aime ma ville. J'ai la chance de pouvoir prendre un peu de temps, parce que j'ai un fils qui travaille avec moi, donc c'est important, de commencer à transmettre et de vouloir m'investir pour ma ville. J'ai la chance de ne pas en avoir besoin et je voudrais vraiment qu'on fasse bouger les choses dans cette ville. Et puis, on a mis des choses en place, mais je pense qu'on va en reparler. Exactement, vous êtes le porte-parole du collectif des défenseurs de Lyon et du Grand Lyon. Quelles sont vos revendications ? On va en parler dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Vous voulez nous bloquer, c'est ça qui nous fait kiffer. Qu'on s'embête sous en loto. Vous n'aimez que les vélos. Vous poussez le bouchon et nous on se tombe. Tout ça parce qu'on n'en peut plus de votre politique bidon. Nous, Grands Lyonnais, nous rêvons d'une ville apaisée. Une vie sans violence avant d'être sans voiture. Pour profiter du silence dans une ville plus sûre. Votre politique consiste à nous ignorer parce que nous refusons de pédaler. Mais ne vivons-nous pas dans un pays de liberté? Nous militons pour la liberté de choisir comment nous déplacer, en tenant compte de nos contraintes, quelles que soient vos idées. Que nous soyons piétons, cyclistes ou automobilistes, nous avons tous le droit au respect de la même façon. Vous voulez réduire la pollution, et pourtant la ville tous. En voulant soigner ses habitants, c'est la ville que vous faites crever. Et oui, vous poussez le bouchon sur Sud Radio. Cette chanson exprime la colère des Lyonnais et des Grands Lyonnais en raison de la politique anti-voiture extrême menée par les élus de la métropole, André Berkoff. Je sais, mais j'allais dire quelque chose qui est que ça serait une chanson parisienne. Mais bien sûr. Exactement ce qui se passe à Paris. Bravo Lyon d'avoir fait cette chanson. Christophe Marguin. Oui, c'est des Houlinois qui souhaitent rester anonymes, qui ont écrit cette chanson et qui dénoncent la gestion buesque de notre maire et de notre président de la métropole, parce que c'est vrai que tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un mépris des politiques et alors que les gens ils sont vraiment touchés aujourd'hui. Et quand vous voyez que le président de la métropole, suite on a fait une manifestation, il dit qu'on est une bande d'excités, je pense qu'à un moment ils sont pas dans la vraie vie. Et quand on écoute la chanson, je pense que tout le monde la comprend. Et ça touche tout le monde, parce que c'est tout simple. Les paroles sont simples, mais c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui au quotidien, et c'est difficile à vivre. Aujourd'hui, beaucoup de commerçants sont dans la difficulté. Ce collectif dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'on a créé au mois de mai,
Ça part pareil. La rue Émile Zola, il y a 2-3 commerçants qui m'appellent, qui me disent faut qu'on se mobilise. Donc on crée un collectif. Chez nous, rue de Rivoli, tous les commerçants ont fermé. Nous, dans la presqu'île, on parle de moins de 30% pour beaucoup. Donc aujourd'hui, on est en train de répertorier ceux qui risquent, qui sont dans le mur et qui vont pas aller, Qu'en pense qui vont pas finir l'année. Ouais. Mais quand il y a un divorce entre, je dirais, les élus et la population, ça se traduit souvent par une sorte de manifestation violente, je dirais, disons, des électeurs et électrices. Ça veut dire qu'ils n'attendront pas... On n'attend pas obligatoirement les échéances municipales régulières. On a vu quand il y a eu les gilets jaunes, la colère qu'il y a eu et qui a affolé les politiques. Lyon est une ville qui a du mal à se mettre en colère. C'est une ville profondément modérée. Mais à certains moments de son histoire, comme lors de la Grande Robaine de 1529, où les Lyonnais, à la suite d'un manque de blé qu'il y avait dans la ville, et on apprend que le blé lyonnais est vendu en fin de compte à l'Italie, les Lyonnais sont descendus dans les rues, ont cassé, ont brûlé, ont détruit. Et il a fallu chaque fois qu'il y ait une violence du pouvoir, disons, royal, pour qui casse. Et je crois que chaque fois ce divorce entre la population et, disons, les représentants au pouvoir s'élargit, le fossé s'élargit, et ça, ce n'est pas bon pour la démocratie. Et justement, alors Christophe Marguin, vous allez vous présenter en 2026 au municipal, pour la mairie. On va voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est parti sur quelque chose qui est apolitique, qui est vraiment aujourd'hui pour défendre. Déjà, le combat numéro 1, il est là. Il est de défendre les commerçants, les habitants de ce mécontentement. Aujourd'hui, il y a plus de 30 collectifs qui existent. Ces collectifs... Dans Lyon. Oui, dans Lyon. Mais quelles sont leurs principales revendications? La sécurité fait partie de... leur combat aussi? Bien sûr, mais malheureusement, la sécurité, elle touche tout le monde et dans tous les quartiers. Moi, j'ai la chance d'habiter dans le 6e arrondissement. Quand on a acheté notre appartement, tout se passait bien. Aujourd'hui, tout est dangereux. Donc, il y a vraiment une insécurité qui est ressentie par les gens. Je pense qu'il y a une politique de gestion de la ville qui en est les conséquences également. Donc, on travaille beaucoup sur la sécurité, mais surtout, je vous dis, c'est le mécontentement des gens. Et quand on va dans les quartiers, il y a le quartier de la route de Jonas, je pense à celui-ci parce que on y était la semaine dernière. On veut exproprier 130 personnes, dont une mamie de 90 ans qui habite dans sa maison, pour faire des pistes de vélo. Donc, à un moment, on est contre rien. On est d'accord des vélos. Mais il faut s'adapter. Il faut que les gens vivent ensemble. Aujourd'hui, il y a un mal-être dans cette ville. Et nous, on veut juste que les gens ils vivent bien ensemble. Et c'est pas ce qu'on ressent. Donc, il faut travailler là-dessus et il faut fédérer les gens. Alors, je ne sais pas si c'est... Et puis, le piéton est la dernière roue du carrosse. Hein. Le piéton, il faut le supprimer. L'automobiliste est déjà dangereux, mais alors le piéton aussi. Il faut qu'il roule. Il faut que le piéton roule sur deux roues. C'est vrai qu'il y a un tel rejet de la voiture à Lyon comme chez vous à Paris, et ça pose un problème malgré tout, puisque les gens ils ont besoin malgré tout de leur voiture pour se déplacer. Tout le monde ne peut pas. Quand j'écoute le maire qui dit il faut se déplacer à pied et en vélo, moi ma maman elle a 86 ans, mon papa il a 83 ans, ils vont pas aller faire du vélo. Et si j'ai des gosses de 1 ou 2 ans, je vais les déplacer en vélo. Et je voyais hier une dame avec sa trottinette, elle poussait la trottinette, elle avait une autre petite dans la main, et que vous avez les gens qui roulent avec les vélos sur les trottoirs, et la dame à un moment elle est en face à moi, on se resserre tous les deux parce qu'il y a un vélo qui arrive. Donc il y a un non-respect, et c'est ça qui manque, l'incivilité. Je pense que si le maire avait également une volonté de laisser du pouvoir à la police municipale, on l'a ressenti lorsqu'il y a eu les manifestations et l'année dernière où ça s'est un peu enflammé dans la ville, et que le maire a interdit à la police municipale d'aller protéger les commerçants et de rester à l'hôtel de ville. Interdit. Oui, il a interdit de sortir de l'hôtel de ville. Est-ce qu'ils sont armés, la Monipuisse à Lyon? Oui. Donc il les a sortis. C'est pas normal. La police municipale voudrait faire son travail parce qu'il y a des gens qui sont merveilleux au sein de la police municipale, mais on les empêche de travailler et c'est pas normal. Bruno Benoît. Oui, non, mais je veux dire, moi en tant qu'habitant de Lyon et historien de cette ville, il est vrai que depuis l'arrivée du maire actuel, je dirais ce que Gérard Collomb avait réussi à faire
Et il avait bien compris cette ville. C'est un gars qui n'était pas lyonnais, parce qu'il était de Châlons, comme on dit, mais il était arrivé à Lyon. Personne n'est parfait. Non, nul n'est parfait, comme vous venez de dire. Mais on n'est pas obligé d'être de Lyon pour aimer cette ville. Absolument. Et je crois que la lyonitude, pour reprendre un des termes qui m'est cher, la lyonitude sous-entend qu'on accepte cette ville dans ses différences, dans ses particularités et dans son histoire. Et il est évident que la mairie actuelle, dans ce que je peux entendre dans les différentes conférences que je fais, n'a pas au diapason, je dirais, de la population. Rendez-vous en 2026. Oui. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que la fête des Lumières à Lyon commence ce soir. Si vous êtes là, n'hésitez pas à venir voir ces œuvres lumineuses. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.